18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct avec notre invité principal, pasteur, révérend pasteur Eric Nsenga. Vous le savez très bien, il est le secrétaire général de l'ECC. Avec lui, on va parler du processus électoral, quel bout des tunnels. Vous savez, il revient d'une tournée européenne. On va faire la restitution de ça et puis parler par rapport aux perspectives d'avenir. Autre dossier, c'est le Congo central, comment mettre fin à la crise institutionnelle. Papi Montezelo, il sera des nôtres. Et aussi, Sitine de la CENI, ça sera avec Médard Kankolongo. Voilà ce qui sera notre charpente de Kinshasa direct. Bien au bout des tunnels pour la CENCO et l'ECC dans les processus électoraux. Denis Kadima a déjà été investi, Denis Kadima a déjà commencé le travail, mais quelle solution? Tout de suite avec le pasteur Eric Nsenga. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, cher David. Voilà, vous revenez d'une tournée européenne. Déjà, on vous taxe d'avoir vendu, vous êtes allé vendre le pays aux multinationaux, aux occidentaux. Que répondrez-vous à ça? Disons que le travail du plaidoyer rentre dans notre agenda normal, parce que vous savez que nous sommes des institutions ecclésiastiques et sociales importantes du pays. Et donc, l'agenda a été fixé bien avant la prise d'ordonnance du chef de l'État. Donc, je voudrais déjà ici fixer l'opinion que ce n'est pas la première fois que nous effectuons les déplacements vers l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie ecclésiastique, en fait, qui rentre dans la diplomatie soit préventive, soit parallèle. C'est des pratiques normales que nous effectuons. Vous êtes allé voir les autorités belges, on a vu les autorités belges, d'autres autorités européennes. Tout ça s'entre toujours dans la diplomatie ecclésiastique? Exactement. Sur des questions des sociétés, c'est cela d'ailleurs la nuance. C'est comme ça que j'ai commencé par préciser que nous sommes des institutions ecclésiastiques et sociales. De ce point de vue, nous avons été avec l'Union européenne comme organisation internationale qui intervient en partenariat avec nous comme une branche importante de la société civile sur un agenda clair. Peut-être que je vais y revenir. C'est quoi cet agenda? L'agenda portait sur 3 thématiques importantes. Nous avons la question liée à la justice. Vous savez que depuis un temps, nous défendons le paradigme de la justice transitionnelle. Ce qui n'est pas nouveau, donc nous sommes très engagés et d'ailleurs ça coïncidait avec la diffusion du film L'Empire du silence. La deuxième thématique c'est portée sur la démocratie. Là nous avons abordé des questions relatives au mécanisme de renforcement de la construction de la citoyenneté collective. D'une part, d'autre part, nous avons évoqué la question du processus électoral. Et la troisième thématique abordée, c'était l'exploitation minière qui rentre dans l'agenda de développement. Et là, nous avons passé en revue toute la question relative à l'exploitation illicite des matières premières, qui est aussi répertoriée comme cause de l'instabilité de notre pays, notamment à l'Est, bien entendu, qui plombe également l'élan du développement de notre pays. Donc voilà un peu ce qu'a été notre agenda. Nous avons eu ces 3 thématiques. Et vous avez eu oreille attentive de toutes les autorités que vous allez voir. Et est-ce que c'était encore opportun que vous alliez, parce que déjà au niveau du processus électoral, parce qu'on a vu justice, démocratie, processus électoral et aussi exploitation illicite des minéraux, déjà plusieurs personnes s'étaient focalisées sur le processus électoral. Ici, Kadima a été déjà investi et quand vous êtes allé là-bas, vous ne voyez pas que c'était un peu le passe-temps parce que tout était déjà fait ici? Non, ça a été très intéressant pour nous d'y aller. D'ailleurs, je voudrais rappeler que nous n'avions pas été qu'à l'Union européenne. Nous sommes allés également aux États-Unis où nous avons eu des discussions très avancées et intéressantes avec les départements d'État américains, avec les congressistes, les sénateurs également. Vous n'avez pas rencontré des lobbies? Lobby, non. Nous, en fait, c'est là qu'il est important pour que l'opinion... ternir l'image du pouvoir en place. L'Église n'a vraiment pas besoin des lobbies parce que du moment où, par exemple aux États-Unis, vous savez que l'Église protestante est très influente, même au niveau des institutions. Donc on n'a pas besoin de faire recours à un lobbying du moment où on sait que nous pouvons porter la voix jusqu'à au plus haut niveau institutionnel.
Donc, à votre question, l'oreille était très attentive. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, qui allaient dans tous les sens, ce qui est tout à fait normal. J'estime que la question a été portée à un débat public et qui s'est livré à une interprétation multiple. Donc, il était question de fixer quand même nos partenaires sur le véritable narratif qui faisait l'objet de notre prise de position quant à la procédure de la mise en place de la CENI. Donc ça, c'était le premier élément. Il fallait communiquer et lever les équivoques sur beaucoup des velléités. Mais deuxièmement, il était question également de présenter notre agenda que nous estimons utile pour la sortie des crises. C'est quoi cet agenda? Parce qu'ici, déjà, on vous taxe, on dit que vous êtes allé rendre compte aux gens qui vous ont mandaté pour s'aimer un peu le désordre dans les processus électoraux, y compris la communauté internationale. Et vous aviez présenté votre agenda de sortie des crises. C'est lequel? Mais il faut d'abord rappeler que l'actuel régime est soutenu par la communauté internationale. Okay. Donc c'est là il faut lever l'équivoque. J'entends, vous avez raison, dans l'imaginaire collectif, chacun dit peut-être de sa manière, mais il faut fixer l'opinion sur le fait qu'aujourd'hui, contrairement peut-être au régime passé qui était dans une sorte de tension diplomatique ou même d'isolement politique, l'actuel régime est soutenu par la communauté internationale. Aussi, il faut souligner que Denis Kadima est un fonctionnaire international. Donc, ceux qui pensent que nous serions partis à l'Union européenne pour aller se plaindre, alors c'est qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les systèmes. Donc, ça n'a jamais été le cas pour nous d'aller nous plaindre. De toute façon, il y a des représentations diplomatiques ici. S'il y a des questions que nous estimons importantes, nous pouvons les discuter ici localement. Donc ça n'a rien à voir avec cette considération. J'ai souligné que ça rentre dans nos attributions de la mission diplomatique de l'Église, donc le plaidoyer. Ça n'a rien à voir avec des comptes à rendre à qui que ce soit. Voilà, vous aviez exclu les autres confessions religieuses. Cela aura quelle incidence sur les processus ou aura quelle incidence sur les déroulés des événements en République démocratique du Congo? Oui, c'est vrai que c'est avec tristesse que nous les disons, mais il y a trois éléments importants. Le premier, c'est que nous avons été dans cette plateforme au motif de défendre les valeurs. Vous savez que la plateforme, contrairement à ce que pense une large opinion, n'est pas une asbelle. Elle n'a pas de personnalité juridique propre. Elle a été mise en place comme un espace d'échange, de collaboration, de mutualisation des efforts. Donc même l'idée qui traverse l'agir ou la prise de décision que les consensus relève justement, si vous lisez les préambules de la charte, de la volonté de mutualiser les efforts. Donc pour nous, il fallait partager les valeurs coulées dans l'article 8 de cette charte. Du moment où nous nous trouvons dans une situation où les uns les autres semblent ne plus partager les mêmes valeurs d'intégrité, de vérité, d'engagement pour aider le pays à avancer. Ça, c'est la première raison qui nous a permis d'aller dans ce sens. Deuxième raison, c'est qu'il y a aussi un problème de fond au niveau de chaque doctrine. Bon, c'est vrai, d'aucuns diront, mais pourquoi les saviez-vous depuis longtemps, vous êtes restés travailler ensemble? C'est justement parce que pour nous, après les tristes expériences de 2006, de 2011 et de 2018 qui ont fait à ce que les confessions religieuses soient tout le temps divisées, sinon les unes d'un côté, les autres de l'autre, nous avions pris l'engagement collectif de vouloir corriger ces choses. L'idée première était de voir comment éviter tout ce qui s'était passé par l'histoire. Et donc, nous avons constaté par ailleurs que dans certaines confessions religieuses, leur ligne doctrinale les exige à être dans une sorte de subordination, sinon de soumission à l'autorité établie. Ce qui est contraire à la perception du protestantisme quant à la mission prophétique. Parce que chez nous, la mission prophétique suppose dire la vérité, dénoncer les mal et proposer des voies de sortie. Donc, il y a aussi un problème de fond. Et enfin, c'est justement la prise de ces documents qu'on a appelés les PV. Je crois que vous avez suivi la déclaration du comité exécutif national. Je me permets de rappeler ici à l'opinion. Lorsqu'on parle du comité exécutif national de l'ECC, il s'agit de l'organe délibérant qui regorge les présidents provinciaux de tout le pays, les représentants, des représentants légaux des communautés membres de l'ECC, les organes auxiliaires, les fédérations. Donc c'est l'organe délibérant important. Et c'est celui-là qui rend cette déclaration
faisant état de la rupture avec les 6 confessions religieuses. Donc, et lorsqu'il y a rupture, c'est que lorsqu'on va parler des confessions religieuses, on parlera que de l'Église catholique et l'ECC, pas les autres confessions. À vrai dire, il y a beaucoup de confessions religieuses au pays. La plateforme n'était pas une plateforme qui regorgeait toutes les confessions. Vous savez, il n'y a que l'ECC et la SENCO, à la rigueur, l'armée du salut, qui d'ailleurs est une fille de l'ECC, parce que l'armée du salut vient de l'ECC. Toutes les autres confessions religieuses, en fait, qui étaient avec nous, la plateforme, ont des dédoublements. Par exemple, l'Église du Réveil. L'Église du Réveil n'est pas que celle regroupée dans la structure dirigée par notre frère, le pasteur Dodo. Il y a plusieurs autres structures qui se reconnaissent. Mais il y a une confusion. Je suis parfois les débats ici sur votre plateau. Certains disent, mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui les églises de réveil sont plus nombreuses que l'église protestante. Il faut savoir que toutes les églises indépendantes ne sont pas forcément dans la structure dite église du réveil, tendance pasteur Dodo. Voyez-vous, il y a beaucoup d'églises, je peux vous citer les Cités de Bethel, je peux vous citer beaucoup d'autres églises qui sont des ministères indépendants. Vous prenez une communauté comme Logos Rema. Elle s'appelle des communautés non dénominationnelles. Mais dans l'imaginaire collectif, on pense que toutes les églises qui sont en dehors de l'ECC et de la SENCO sont forcément l'église de réveil. Donc, vous voyez, il y a une question de perception. C'est pour dire que on parlera des religions, des confessions religieuses. Nous allons nous assumer comme institution ecclésiastique. Nous pouvons être en collaboration avec la SENCO ou pas avec la SENCO. Il y a lieu que nous nous assumions seuls de manière autonome sur des questions de société. Donc, la politique vous a divisé là. Donc, oui, il faut l'avouer. Sincèrement, il faut l'avouer. Et c'est ce que nous devrions plutôt éviter. Parce que, au fait, quand nous disons... Donc aujourd'hui, si on veut confesser, si on veut appeler les confessions religieuses, ça sera sans les églises des réveils, ça sera seulement ECC 5 coups. Non. Il reviendra au gouvernement, c'est selon le besoin. Vous savez que nous n'intervenons pas que dans le processus électoral. Okay. Et surtout que dans les processus électoraux, nous ne nous arrêtons pas qu'à la désignation. En amont, nous avons travaillé au travers de nos structures techniques justice et paix. Nous avons élaboré un référentiel important portant sur les propositions des réformes de la loi sur la CENI et la loi électorale. Dans ce travail, il n'y avait que les catholiques et les protestants et les autres organisations de la société civile. Nous sommes à cette étape ici, mais figurez-vous qu'après l'étape, quand nous allons nous convenir, nous l'espérons bien, sur la question de la CENI, mais il y a d'autres étapes qui restent, notamment la révision sur la loi électorale. Bon, ceux qui n'ont pas pris part aux travaux sur ces référentiels communs, ils auront un discours à apporter. C'est déjà un problème. Mais il y a aussi l'étape de l'éducation civique et électorale, il y a l'étape de l'observation électorale. Étape d'abord de l'observation électorale, on a suivi, c'est que vous ne serez pas seul par rapport à observer les élections. Donc, il y aura d'autres structures internationales qui viendront en appui. Ça ne sera pas comme en 2018, oui, avec l'Église catholique et voire aussi les CC, parce qu'on a suivi un acteur politique qui dit il n'aura pas besoin de pouvoir utiliser les smartphones comme ça a été en 2018. Est-ce que déjà, avec ça, en 2023, vous ne voyez pas que vous êtes en train de perdre votre crédibilité au niveau des dirigeants? Je pense qu'il est important pour les uns et les autres de comprendre la pertinence de ces processus électoraux. Je comprends bien, j'ai suivi, je crois que vous parlez de l'honorable Mbata qui est passé ici. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'honorable à l'ambassade, à la résidence quelque part, il sait. Je lui ai passé un message qui est important. Vous savez, le contexte actuel n'est pas celui du vaincre, mais du convaincre. Cette approche à tendance gangstériste de pouvoir penser que dans ces processus électoraux, il y a d'un côté ceux qui ont le monopole de donner des ordres et les autres de les suivre, est une fausse approche et très dangereuse pour les processus en présence. Il ne revient pas à un député, président d'une commission soit-il, ou même à l'Assemblée nationale, de dire qui va être observateur, qui ne le sera pas. Parce que moi, quand je suis, j'étais très choqué. Je me suis posé la question... Donc, il n'appartient pas au député national de dire qui sera observateur. La loi régule toutes ces questions. Okay. C'est là qu'il faut faire la différence entre les individus et les institutions.
Même la majorité parlementaire ne signifie pas le Parlement. Encore que le Parlement n'a pas supériorité sur la loi. Le Parlement représente les législateurs qui fait la production législative, donc qui produit des lois. Une fois qu'une loi est promulguée, elle a supériorité même sur les parlementaires. C'est comme ça que le législateur est un terme générique et impersonnel. La tendance qu'on observe ici, c'est que les députés pensent se confondre avec la terminologie législateur. Ça, c'est un des deux. La majorité parlementaire est partie prenante, au même titre que l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire et la société civile que nous sommes. Dans le système électoral congolais, la majorité ne vient pas en supériorité. C'est pourquoi la Constitution retire les compétences aux institutions politiques d'organiser les élections et les confère à une organisation, à un organe de gestion des élections qu'on appelle la CENI. Ça suppose que même le Parlement n'a que le pouvoir d'entériner. Vous voyez, pourquoi on ne lui donne que le pouvoir d'entériner? Parce qu'au sein du Parlement, il y a l'opposition, il y a la majorité, qui sont parties prenantes au processus. En amont, nous désignons tous, par la même procédure, les animateurs. En aval, nous alignerons. Eux aligneront les témoins, nous les observateurs. Est-ce que nous pouvons nous permettre pour dire aux élections de 2023... Cette fois-ci, vous ne serez pas seul. Hein? Cette fois-ci, il y aura d'autres observateurs qui seront là, des observateurs européens. Donc, vous n'allez pas seulement être seul, vous et l'Église catholique. Je voudrais vraiment vider cette question, c'est très intéressante. Est-ce que nous pouvons nous permettre pour dire, par exemple, à l'Union sacrée, vous n'allez pas aligner autant de témoins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compétence de délimiter le nombre des observateurs ou des témoins? Donc, tant que nous présentons les observateurs, les politiques, parce qu'il y a deux sociétés, politiques et civiles, et ils présentent les témoins, nous, les observateurs. Maintenant, à votre question. D'abord, il faut, je m'excuse, mais parfois ça fait la honte. Tout professeur de droit n'a pas forcément la technicité en matière électorale. Nulle part au monde, on peut présenter les choses sous cette forme. Lui, il est président de PAJ. Avez-vous déjà vu au monde une mission d'observation internationale remplacer les missions nationales? Parce que quand on parle des missions internationales, c'est ce qu'on comprend. Une mission d'observation électorale ne fait pas l'observation au sens citoyen. Il faut les monitoring. Est-ce que vous savez ce que signifie déployer les observateurs? 40 000, 50 000. Peut-on déployer 50 000 observateurs internationaux? Donc, quand quelqu'un raconte... Pour eux, ils ont peur. Ils se disent, lorsque vous êtes allés en Europe, ils vont certainement vous donner d'autres injonctions pour venir appliquer ça au niveau du processus électoral. Ça risque d'être biaisé. Mais c'est là où j'ai commencé par rappeler que l'actuel régime est soutenu par la communauté internationale. Okay. Donc, c'est des confusions. Lorsque on cherche les soutiens à la communauté internationale, on en a, et on vient accuser la même communauté internationale de nous instrumentaliser. Okay. C'est vraiment illogique. Alors, revenons à cette question, je vais chuter par là. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur, et d'ailleurs c'est la plus-value. Nullement les CCLA-SENCO ont prétendu être les seuls pour faire l'observation électorale. D'ailleurs, c'est mieux que nous ayons plusieurs missions pour essayer d'équilibrer les choses. Seulement, nous veillerons à ce que les missions qui vont prétendre l'être du côté de la société civile ne viennent pas faire le même jeu politicien comme on est en train de le vivre dans la désignation des animateurs. Alors, vous parliez de l'agenda des sorties des crises. Qu'est-ce que vous aviez proposé comme sortie des crises? En fait, ce n'est pas là que nous sommes allés proposer. Ça, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Je crois que le président Mbosso, que je salue en passant, avec qui nous avons eu beaucoup de discussions lorsqu'il y avait cette situation de blocage, et même la plus haute instance, le chef de l'État, c'est que nous avons aussi discuté en son temps. Notre seul et unique souci dans les processus électoraux n'est pas sur les individus. Kadima soit-il, qui est du reste notre compatriote. Notre souci de tout le temps, c'est que nous veillons à ce que le processus électoral se passe dans le mécanisme qui pourrait plus ou moins garantir la confiance, d'une part, des parties prenantes au processus, d'autre part, de la population qui en est les souverains primaires. C'est ça notre débat. C'est-à-dire, ici, la question n'est pas de dire
X et des mots, même si on a déploré, nous continuons à le dire, nous avons déploré la procédure, tout ce que vous connaissez, on ne veut pas rentrer dedans pour gagner en temps. Mais aujourd'hui, notre proposition est à 2 niveaux. Au premier niveau, nous devons voir comment renforcer le mécanisme de contrôle de l'organe de gestion des élections qu'on appelle la CENI. Pourquoi? Vous savez que même les réformes qui ont été faites n'ont pas résolu certaines questions techniques. Elles s'est limitée à des réformes purement politiques. La question, par exemple, du rapport entre la plénière, sinon le bureau, et le secrétariat exécutif national. Ça, c'est un problème qui relève de l'opérationnalité de l'administration électorale. Même les rapports entre le bureau et la plénière, en ce qui concerne les contrôles réguliers, en ce compris la transparence, même dans l'opérationnalité, pas seulement dans les opérations du vote, mais même dans la gestion de l'institution en tant que telle. Vous savez que la CENI passée, il y a des gens qui ont été frappés des sanctions, pas parce qu'il y a eu, les questions des trupatuages des résultats, mais des questions de gestion dans la passation du marché. Et vous vous attendez aussi à ça, à d'autres personnes qui risquent d'être frappées par des sanctions dans votre lobby que vous aviez mené à l'étranger? Je pense qu'il ne nous reviendra pas à désigner qui doit l'être, qui doit être frappé ou qui ne doit pas l'être. Mais le plus important pour nous, nos propositions, c'est de dire, nous sommes une nation, il faut réfléchir, trouvons des solutions, trouvons le mécanisme qui pourrait aider à ce que, la CENI... Voilà, ce que vous dites là, c'est comme si c'est en contradiction avec Milapro. Milapro, ce sont des laïcs au niveau des LCC, mais pour eux, lorsqu'ils mènent toutes ces marches, c'est contre la candidature de Denis Kadima. Oui, mais justement parce que la manière, la procédure par laquelle les bureaux, pas seulement Kadima lui-même, le bureau a été mis en place et décrié. Ça, nous ne nous contredisons pas, nous disons la même chose. Et donc, au niveau de la procédure, pas seulement des confessions religieuses, même au niveau institutionnel, ça nous décrions. Autant que eux, mais comprenez aussi que nous sommes les représentants des institutions au plus haut niveau. C'est-à-dire, je parle au nom de l'institution. Milapro est aussi membre de l'institution. Ils sont au niveau d'une revendication qui relaie justement ce que nous avons dénoncé. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de contradiction. Je crois que le travail que le laïc, parce que quand vous parlez de Milapro, figurez-vous que ce sont les laïcs et protestants qui sont en train de faire, et nettement dans la droite ligne de ce que dit l'Église. Et jusqu'où ils comptent aller, ces laïcs-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des marches qui ont été d'ailleurs, des sittings qui a été certainement dispersé. Et jusqu'où vous voulez aller? Parce qu'il y a déjà Denis Kadima qui est là. On voit mal, on voit la difficulté qu'aura le gouvernement à pouvoir se dédier ou à pouvoir changer d'autres noms, parce que les trains déjà marchent, peut-être pouvaient entrevoir autre voie, autre chose. Je pense qu'il est important pour les institutions de se rendre compte que leur rôle primordial est d'assurer la sécurité juridique de tout le monde, de veiller sur l'égalité des uns et des autres, mais bien plus de protéger l'institutionnalisation des procédures. Lorsque les institutions n'inspirent plus confiance, lorsque les institutions deviennent source de tensions ou d'insécurité juridique, ça devient dangereux pour la République. Je pense que cette voie démocratique qu'empruntent les laïcs catholiques et protestants n'est qu'un recours extra-institutionnel. Vous savez, je vais vous rappeler. Vous savez qu'au cours de la procédure, le laïc protestant et catholique ont mené une démarche procédurale de la saisine du Conseil d'État pour interprétation des articles 10 et 12 de la loi organique. Jusqu'aujourd'hui, le Conseil d'État ne s'est jamais prononcé. Jamais prononcé. C'est là que j'ai dit, on ne peut pas transformer les institutions en machines politiques. Il est important que les institutions soient fortes. Si les institutions ne nous rassurent plus, le respect des normes produites par elles-mêmes, ça crée une situation, un instinct de révolte, et ce qui n'est pas important pour nous. Donc nous pensons que ce que font les laïcs rentre dans leur liberté en tant que citoyens. Ils ont la liberté de dire oui ou non, mais aussi ils ont la liberté, les droits d'interpeller les institutions. Parce que si cette question était réglée par les institutions, je vous ai donné juste un exemple, vous savez, même quand on a entendu toutes les autorités parler sur la procédure, personne n'a cité la Constitution, personne n'a cité la loi organique.
Est-ce que c'est la charte des confessions qui organise la mise en place de la CENI? Non. Il y a la loi en ses articles 10 et 12. On a beau parler, on a même saisi régulièrement les conseils d'État. En fait, quand je dis on, c'est-à-dire les laïcs, on fait cette démarche. Mais on n'a jamais... Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui réclament que leur nom était abusivement placé dans les listes qui faisaient soubassement de ce qu'on appelait PV. Et nous avons suivi qu'un député a saisi les instances judiciaires quant à ce. Mais aucune réponse favorable. Et vous continuez toujours à détenir des audios? Vous avez des audios, des audios de vos réunions, des audios par rapport à tout ce qui se disait. Et là, parce que je vous ai suivi en Europe, un des journalistes disant que vous l'avez fait entendre un de ces audios. Oui, ça n'a jamais été une aventure, cette affaire. Les audios existent. Et nous pensons que, comme vous l'avez suivi, on a quand même fait grâce parce que votre collègue de l'autre côté avait tellement insisté. Il nous a même dit, mais finalement, on penserait que vous êtes en train de mentir, vous êtes comme des pasteurs et des prêtres. On était obligé quand même de lui donner cette primeur. Donc les audios existent. Voilà, pour peu que je puisse dire sur ça. Merci. Merci beaucoup, pasteur Senga, surtout de nous réserver cette exclusivité après votre tournée européenne, américaine. Tout de suite, à notre invité.